le podcast. Jean-François Rémy et Serge Radormacher de Vous Sport World sont avec nous. Nous sommes le mercredi 9 septembre et ensemble, dans ce podcast, nous allons évoquer la reprise de la Première Ligue, le retour de l'Europe des 11, les conséquences de l'arrivée d'Eleven sur la Pro League et on ouvrira aussi l'album souvenir de la rédaction des sports de Vous Sport World, anciennement Canal+ et BTV. Séquence nostalgie donc au programme à la fin du podcast. On voit que les arbitres belges essayent d'évoluer aussi maintenant. Ils ont une tendance aussi à vouloir parler avec les joueurs, à discuter un petit peu avec eux. Espérons que M. Allard soit aussi réceptif à ça, mais il les a eu 4 fois, donc il les connaît bien, il devrait le faire. Bruges a quand même prouvé qu'ils ont bien travaillé ces derniers temps avec sans doute plus de sérieux sur le scouting, sur le fait d'aller chercher des joueurs qui sont nécessaires et pas seulement faire plaisir à certains agents. Donc là, je pense que du côté de Bruges, ils ont pris pas mal d'années d'avance sur tous les autres clubs. Deux voix évidemment reconnaissables par tous les amateurs de sport. Jean-François Rémy, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction des sports de Vous Sport World et on ne compte plus le nombre de matchs au sommet que vous avez commenté en Pro League. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Cédric et merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Ça fait quelques années quand même maintenant, oui, ça fait je pense plus de 25 ans de journalisme derrière moi, sportif. Et beaucoup de belles expériences et toujours en début d'année la même excitation à recommencer. Serge Radormacher, pareil, vous avez également aussi commenté un nombre incalculable de matchs de Pro League mais aussi de Première Ligue. Vous êtes aussi spécialisé dans les sports de boxe. Oui, les sports de combat, la boxe, le MMA aussi un petit peu, même si c'est pas aussi populaire, même c'est un sport qui est en plein développement, mais le football bien sûr. Et vous avez parlé de Canal+, BTV, c'est déjà la nostalgie qui remonte parce que j'ai eu la chance de faire tous les grands championnats, plus la Pro League. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'heures d'antenne, pas mal de centaines, peut-être des milliers de matchs. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a eu beaucoup, effectivement. Alors l'actualité et ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que c'est la reprise de la Première Ligue ce week-end. Ce petit son qui fait frémir tous les amateurs de foot, parce que le foot, ça se passe en Angleterre. Vous êtes dans les starting blocks là. On est prêt, ça redémarre ce week-end, donc on est impatient que ça redémarre. Comme tout le monde, on a vécu une année un peu particulière quand même, donc le début sera particulier. On sait que l'Angleterre, c'est l'esprit des stades, c'est les supporters, c'est ce qui se vit autour. Là, ce sera un début sans supporters, comme partout en Europe, mais on est nous très excités en tout cas de retrouver la Première Ligue, retrouver les grands clubs, retrouver City, United, Arsenal, Tottenham, Newcastle, tout ce qui nous a fait vibrer jusqu'ici. Depuis le restart, Serge, Vous Sport World a diffusé tous les matchs, même Wolverhampton contre Aston Villa. Est-ce que ce sera pareil pour le début de cette saison, sans supporters, comme vient de le dire Jean-François ? On ne peut pas diffuser tous les matchs parce qu'il y a certains créneaux horaires où il y a plusieurs matchs en même temps, mais on a quand même une émission qui permet de suivre tous les buts, mais on essaye évidemment de suivre un maximum de matchs parce que un match avec Wolverhampton peut être aussi intéressant qu'un match avec Manchester United, et quand on est passionné de foot anglais, on est passionné par tous les clubs, même s'il y a souvent de la préférence, il y a des supporters de certains clubs, mais si on aime le foot anglais, on retrouve cette intensité, on retrouve ce spectacle dans tous les stades de Première Ligue, et c'est ça qui est évidemment passionnant. Alors il y a des petits changements dans le dispositif, Jean-François, puisque Serge va commenter, si j'ai bien compris, davantage de matchs de Première Ligue, il sera encore plus présent qu'avant. Les événements font qu'à un moment donné, on se réoriente aussi. Et c'est vrai que cette année-ci, nous n'allons plus commenter les championnats de Belgique. Donc, on va se réorienter évidemment vers le championnat d'Angleterre. Et Serge va évidemment prendre en charge cette année-ci de plus en plus d'affiches. J'espère aussi qu'on aura l'occasion pendant l'année d'avoir de nouveaux formats. On en a un nouveau d'ailleurs qui va arriver, qui est le vendredi, qui va être sur les réseaux sociaux, qu'on a appelé depuis le confinement Vous mais qu'on va garder. Et qui est en fait un format que Serge va reprendre en main ici, qui est une présentation des affiches du week-end, et on va ouvrir un petit peu, puisque ce sera sur les réseaux sociaux, donc on va ouvrir un petit peu aux gens qui ne sont pas encore abonnés chez nous. On va essayer de les initier au football anglais, de les attirer, de les faire venir. C'était, on va dire, le bon côté du confinement, parce que, étant donné qu'il n'y avait plus de sport en direct, on a dû s'adapter un petit peu, et donc on a commencé cette série d'émissions sur Facebook, notre page Facebook qui s'appelle Vous. On l'avait fait aussi pour le football belge, même s'il n'y avait pas de championnat, il y avait beaucoup de choses à dire sur le football belge, et on va maintenant garder cette bonne habitude et travailler en amont des rencontres, les présenter, donner les enjeux et apporter aussi cette petite touche d'expertise, entre guillemets, qu'on peut apporter sur le championnat anglais.
d'expertise, mais aussi de passion, puisque le foot anglais, pour vous, c'est le Graal. C'est un sacerdoce, hein. C'est vrai que, je vais dire pour moi et pour les quadragénaires, voire les quinquagénaires qui sont autour de la table, on a grandi quand même avec cette culture du football anglais. À l'époque, on était jeunes, on n'avait pas autant de possibilités de voir à la télévision, donc c'était Match of the Day, c'était les finales de Cup qui étaient sur la chaîne nationale à l'époque. Mais on a grandi dans cette culture du foot anglais. Ça peut aller avec la musique aussi. Musique, football, c'était des grands mouvements. Et donc, c'est vrai que c'est une passion, un sacerdoce. Et quand on aime le foot anglais, c'est un petit peu comme une drogue, entre guillemets. On a du mal à s'en passer. Vous avez un club de cœur ? Oui, qui se trouve à Londres, mais j'irai pas plus loin parce que quand on commente, il faut être le plus objectif possible. Je peux essayer. Oui. Bien essayé. Alors, une des marques de fabrique de Vous Sport World, c'est Goals of the Day, puisque c'est tous les samedis à 16h quand il y a plusieurs matchs en même temps. Vous avez un match fil rouge et puis dès qu'il se passe quelque chose dans un autre stade, vous coupez la diffusion du match fil rouge pour voir ce qui s'est passé. C'est vraiment votre marque de fabrique depuis quelques années, ça. C'était la volonté surtout de ne rien rater, d'avoir l'occasion. Et comme Serge le disait tout à l'heure, il y a un créneau du samedi où il y a plusieurs rencontres qui se jouent en même temps, donc il fallait trouver une solution. Avoir 4 matchs en même temps, je pense que c'était pas non plus l'attente des gens, et donc on est allé vers cette formule-là qui plaît beaucoup et qui est la meilleure façon pour nous en tout cas d'avoir la rencontre de l'après-midi qui reste la rencontre fil rouge, et puis alors aussi je pense que ça donne aussi une autre dynamique journalistique peut-être alors à ce moment-là entre les personnes qui le font et ça plaît beaucoup. Et donc, en fait, aujourd'hui, grâce à Goals of the Day, on ne rate plus rien sur le week-end du foot anglais. On voit tous les buts et on les voit quasiment tous de manière instantanée et en direct. Avec cette pandémie de coronavirus, il y a quand même quelques particularités dans le calendrier des premières semaines en Première Ligue. Par exemple, pour la deuxième journée, j'ai vu qu'il y avait davantage de matchs le dimanche à 16h que le samedi à 16h. Est-ce que ça veut dire que Goals of the Day va aussi se faire le dimanche ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça ? On va s'adapter. Pour ce dimanche-là, de mémoire, il n'y a pas de Goals of the Day. Par contre, on va essayer de banquer, entre guillemets, de mettre de côté tous les buts et de les montrer de toute façon. Et puis on verra comment le calendrier va se développer parce que la Première Ligue aussi va devoir effectuer son calendrier, vu qu'il y aura moins de temps pour faire autant de matchs que la saison dernière ou que la saison d'avant. La saison dernière était un petit peu différent, donc on va s'adapter aussi par rapport à ce que la Première Ligue va décider sur les calendriers. Par exemple, pour le premier week-end, Manchester United et Manchester City ne jouent pas parce qu'il fallait 30 jours entre le dernier match de Coupe d'Europe et le premier de Première Ligue, donc il y aura évidemment des adaptations. On sait qu'il y aura aussi quelques journées, mais pas beaucoup plus en milieu de semaine. Et donc, on va essayer de s'adapter au maximum par rapport au calendrier. La Première Ligue qui va se faire aussi au fur et à mesure, par rapport aux Coupes d'Europe et par rapport à tous les autres ingrédients et ce qui va s'ajouter durant la saison. Alors, Goals of the Day, vous ne le savez peut-être pas, même que nos auditeurs ne le savent pas, c'est vraiment une spécificité quasiment unique en Europe. Est-ce que vous savez que, par exemple, en France, RMC et Canal+, qui ont les droits pour le championnat anglais, eux ne peuvent diffuser qu'une seule rencontre qui a lieu à 16h. Ils ne peuvent pas faire un multiplex comme vous. Ça, c'est aussi quelque chose, un plus énorme qu'ont les téléspectateurs de Vous Sport World grâce à vous. J'irai même plus loin. On voit plus en Belgique sur vous qu'en Angleterre, puisqu'il y a des fenêtres aussi fermées, notamment celle de 16h. Donc c'était un choix. Après, il faut avoir les moyens techniques aussi pour le faire. Dans ce cas-ci, on est sur, on va dire, du near live. On n'est pas tout à fait en direct sur les buts, mais dès qu'on les reçoit, on les met de côté et on les replace pendant le match, pendant le fil rouge. Donc c'est vrai que c'est un atout considérable, mais ça demande aussi un gros travail en amont, un travail technique aussi, qui est fait parfaitement par les équipes de vous, mais c'est quand même assez compliqué à faire, effectivement. Le son virtuel qu'on ajoute sur les matchs, vous le proposez ? Vous êtes fan ? Alors, le son virtuel doit être proposé par la production initiale. Oui, c'est pas vous qui les rajoute. Non, c'est ça. On nous propose. On a d'ailleurs le choix. On peut aller sur un son ou on peut aller voilà, on a des différents canaux. À titre personnel, pour l'avoir expérimenté, c'est beaucoup plus agréable quand même quand il y a un son de support. Ça nous met quand même un petit peu plus dans notre On est d'accord. Ça change vraiment votre façon de commenter ? Oui, ça nous permet quand même d'être dans une ambiance parce qu'il y a certains moments de certains matchs plus plats, donc il y a toujours des moments un peu plus calmes dans le match. Et là, si on n'a pas de son ambiant,
c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de remplir le match. Par contre, c'est quand même un non-sens, hein, même si ça nous aide. Et je pense que ça aide aussi à regarder le match. Pour avoir vu notamment les matchs de Ligue des Champions, c'est vrai que c'était un petit peu plus excitant. Quand il y a du rythme, d'avoir de l'ambiance, on est plus facilement pris dans le spectacle. Mais c'est quand même un non-sens. Et pour reprendre une formule de Marcelo Bielsa, qui va faire ses grands débuts en Première Ligue ce week-end. Avec Leeds. Voilà, la chose la plus importante et la chose dont on ne peut pas se passer en football, c'est le public. Là, on est obligé de s'en passer. Donc voilà, mettre du son virtuel, ça reste un non-sens, mais ça peut quand même aider à digérer ce qu'on voit en tout cas à la télévision. Vous avez des retours de vos fans ? Je pense que les gens qui sont chez eux devant leur télévision préfèrent aussi. Ça donne quand même autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour le moment pour essayer même de mettre de façon virtuelle des téléspectateurs dans les tribunes. Donc voilà, on ne sait pas exactement combien de temps tout ça va durer non plus. Donc on cherche des alternatives et on cherche à rendre le produit le plus excitant possible aussi pour les gens qui le regardent à la télévision. Il est important, je pense, d'avoir cette alternative-là. Et je pense que de manière globale, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus par rapport à ça vont toujours dans le même sens. On parlera d'Eleven plus longuement tout à l'heure. Mais une question, donc Serge, vous allez commenter davantage de matchs de Première Ligue par rapport aux autres années, puisque vous n'avez plus le football belge. On associe souvent les voix aussi de Bruno Taverne et de Fred Wassège sur la Première Ligue. Ils seront moins présents ou comment ça va se passer ? Non, alors, ça va encore se définir parce qu'aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait certain de ce qui a été dit ou ce qui a été décidé ou pas avec Eleven notamment. Mais par rapport à ça, de toute façon, dans l'orientation, ce qui est possible aussi, c'est que, ça on en a discuté beaucoup avec Serge, c'est que je pense qu'on va essayer de donner aussi aux gros matchs de Première Ligue une vision un petit peu différente. Et on sait que par exemple des profils comme le mien ou comme celui de Frédéric Wassège par exemple peut s'associer à un co-commentateur. Faire des duos, comme vous l'avez fait sur la finale de l'Europa League. Exactement. Ça c'est une opportunité qu'on peut avoir nous et dans laquelle on peut évidemment retrouver à la fois évidemment Fred qui a un rôle de consultant par ailleurs ou moi-même qui est une expertise footballistique pour avoir une autre vie aussi à côté de l'aspect journalistique. Donc ça c'est aujourd'hui quelque chose vers lequel on va aller, mais voilà, on va s'orienter aussi en fonction des agendas des uns et des autres que moi aujourd'hui je ne connais pas encore tout à fait, donc on va essayer de les décrypter un petit peu. Je me tourne vers le spécialiste de la Première Ligue. On va maintenant aborder l'aspect sportif de la compétition qui reprend ce samedi. Est-ce qu'on va encore assister à un cavalier seul de Liverpool ou vous avez bon espoir de voir Manchester City ou même Chelsea qui a quand même fait énormément de recrutement se mêler à cette bataille ? Alors le côté excitant dans les débuts de saison, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Sauf que cette feuille blanche, on va dire qu'il y a un en-tête avec l'écusson de Liverpool tout en haut. Ils ont quand même dominé le dernier championnat, 18 points d'avance sur Manchester City. Donc je vais dire naturellement, on peut se dire que Liverpool et Manchester City sont les deux favoris pour la saison qui commence. Alors attention, pour Liverpool, le statut change un petit peu. Ils ont toujours été les poursuivants. Ça faisait quand même maintenant 30 ans qu'ils attendaient ce titre, ils l'ont gagné. Ils vont être poursuivis maintenant. Donc ça va quand même changer le statut. Il n'y a pas de grands changements visiblement, même s'il y aura encore un mois de mercato jusque le 5 octobre de mémoire. Il n'y a pas de chamboulement dans l'effectif de Jürgen Klopp. Donc on peut se dire qu'ils seront aussi forts que la saison dernière. Il y aura peut-être un ou deux joueurs qui va partir. On parlait de Wijnaldum sur le départ. L'arrivée éventuellement de Thiago Alcantara, ça ce serait comme un gros coup de la part de Liverpool. Donc les bases sont là. On peut dire qu'ils ont été champions sur leur valeur collective, même s'il y a des joueurs de très très bon niveau. Mais on ne peut pas dire que c'est le trio, par exemple Salah, Mané, Firmino qui a fait la différence la saison dernière. Non, ça s'est fait sur toutes les lignes du terrain. Avec même le capitaine Henderson, on n'aurait sans doute jamais cru qu'il aurait pu évoluer à un niveau pareil. Il a quand même été élu par les journalistes, un joueur de la saison. C'est que c'est De Bruyne maintenant qui a été élu par les joueurs comme le joueur de la saison en Première Ligue. Donc Liverpool va partir sur les mêmes bases, aussi solides, mais les autres vont se renforcer, vont avoir encore plus envie, plus les crocs. On pense notamment à Manchester City. Attention aussi Manchester City. Alors si je calcule bien, c'est quand même la 5e saison de Guardiola. C'est beaucoup pour lui, il n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps, il reste sur une grosse claque. On a même parlé peut-être un petit peu trop vite de la fin, de l'époque du tiki-taka et du règne de Guardiola. Donc là, il y aura des choses à faire, mais on sait que Manchester City a les moyens de se renforcer, notamment au niveau défensif. Le départ de Kompany a quand même pas tout à fait été comblé. En plus, il y a eu des joueurs blessés au niveau de la défense, notamment Laporte la saison dernière. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a un nouveau chantier sans doute pour Guardiola, mais on a quand même
du mal à croire qu'ils ne seront pas dans la course au titre. Et puis je sais pas, je vais peut-être laisser la parole aussi à Jean-François, je ne veux pas la monopoliser, mais derrière ça bouge aussi. Oui, mais j'ai envie de rajouter que c'est un championnat très ouvert en fait, pour 2 raisons. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, on va se retrouver avec cette espèce de top 5, top 6. Je dirais le Big Six. Hein. De toute façon, le championnat échappe rarement, même s'il y a eu l'exemple Leicester, au Big Six maintenant depuis très longtemps. Donc je pense que pour les 6 premiers, le Big Six est bien installé. On pourra avoir des surprises. Mais je te laisse continuer, je vous laisse continuer, Jean-François. Non, moi je suis impatient de voir Arsenal. Je trouve qu'il y a une équipe qui est en train de se construire, Arsenal, qui m'intéresse beaucoup. Manchester United est très intéressant dans la continuité de Solskjaer, le projet enfin, j'ai envie de dire, un petit peu plus abouti, un petit peu plus clair. Je suis quand même... Bon, la réaction d'orgueil de Mourinho avec Tottenham. On va avoir aussi... Je regardais encore un petit peu les transferts ici. Attention, une équipe comme Everton va venir un petit peu chatouiller les autres parce qu'ils ont quand même pas mal transféré. James Rodriguez, c'est pas n'importe qui. Non, donc je pense que là, il y a vraiment aujourd'hui une compétition assez ouverte. Alors évidemment, l'année dernière, Liverpool a fait la différence dans les matchs au sommet. Par ses qualités de vitesse, de transition et voilà, mais voir aujourd'hui comment tout ça va se décliner, moi je pense que c'est une saison très ouverte, vraiment très ouverte, dans laquelle je ne vois pas nécessairement cette année-ci Manchester City émerger, mais on verra. L'attraction belge, ce sera Leicester aussi, évidemment. Il faudra suivre ça avec attention. 3 Belges. Oui, ils ont repris un petit peu ce que Tottenham avait fait il y a quelques saisons en engageant des Belges. Là, il y en aura 3 donc, du côté de Leicester. Puis ce sont 3 jeunes joueurs en plein développement. Donc on est quand même curieux de les suivre. Leicester qui sort d'une grosse saison, mais qui rime quand même avec déception parce qu'ils ont été dans le top 4 quasiment jusqu'au bout et puis ils ont craqué sur la fin, ils ont terminé 5e, ils vont quand même disputer l'Europa League, donc il y aura quand même de la Coupe d'Europe pour Castagne, pour Tielemans et pour Denis Prat, donc ce sera évidemment un club qu'on va suivre de très près. La Première Ligue, ça reste un des tout grands championnats, certainement le meilleur. C'est aussi l'exclusivité quand même de vous Sport World. Il faut quand même le dire, dans le paysage sportif, médiatique belge, il y a rarement d'exclusivité. La Ligue des Champions pour Proximus, mais vous, c'est quand même la Première Ligue. C'est pas rien. C'est très bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler. C'est vrai que dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, qui parfois pour les gens est un petit peu, voilà, ils ont le sentiment comme ça qu'on voit tout un peu partout. Ben non, la Première Ligue, vous ne la verrez que si vous êtes chez vous aujourd'hui. Et ça c'est voilà, c'est vraiment une exclusivité. Il faut insister là-dessus. Parce que c'est rare aujourd'hui. Donc voilà. Mais les vrais passionnés du foot anglais sont souvent chez nous déjà. Qu'il y ait des Belges ou pas, on sait que début 2010, il y avait énormément de joueurs belges. Certains sont un peu partis, d'autres reviennent maintenant ici, notamment du côté de Leicester. Est-ce que ça se voit sur les audiences ou pas du tout? Parce que les gens, justement, sont fans de ce foot anglais. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont fans du foot anglais. Il y a d'ailleurs partout ici en Belgique des regroupements de supporters de Liverpool, de Manchester et autres. Par contre, on a eu un pic à un moment donné, quand il y a eu la grosse présence belge à un moment donné, on a eu un pic certainement de gens, d'intérêt en tout cas des gens pour le championnat d'Angleterre via les Belges. Évidemment, comme on a un des piliers, je dirais, de la rédaction qui est aussi la proximité avec les abonnés. On avait envie aussi, nous, de donner cette couleur belge à l'époque. Et aujourd'hui encore, on insiste là-dessus. C'est rare qu'on n'ait pas quand même une petite analyse ou une petite pensée, en tout cas pour les Belges qui aujourd'hui évoluent dans les différents clubs. Je crois qu'on a des abonnés qui nous suivent depuis l'époque de Canal+, pour le foot anglais. Donc pour les vrais fans, qu'il y ait des Belges ou pas, ça ne change rien parce qu'on est quand même... On a tous quelque part un club anglais préféré. Par contre, c'est un gros bonus et ça permet d'élargir encore notre base et de susciter encore plus d'intérêt. C'est clair que d'avoir des joueurs comme De Bruyne, on a perdu Hazard maintenant il y a 1 an, mais avoir De Bruyne, c'est quand même un atout assez extraordinaire pour suivre le championnat anglais. Allez, mouillez-vous un peu. Votre favori, qui sera champion? Je ne vais pas dire qui sera champion. Par contre, Liverpool a quand même l'étiquette de favori pour moi. Alors, je vais me mouiller aussi. Je vais donner deux équipes qui, moi, me donnent le sentiment de bien se préparer. Je dirais Manchester United et je dirais Arsenal. Moi, je rajouterais quand même que pour reprendre une formule d'Arsène Wenger, terminer dans le top 4 en Angleterre, c'est déjà gagner un titre. Donc, je pense que la bataille sera féroce.
On a cité les principaux favoris. Attention à Tottenham quand même. On va voir avec ce que Mourinho, la deuxième saison, la première qu'il va commencer avec les Spurs. Attention peut-être aussi à un outsider, Leicester, Wolverhampton, Everton. Et puis il faut rappeler que c'est quand même aussi la Ligue des managers, puisqu'on aura Guardiola qui a gagné la Ligue des Champions, il y a Mourinho, il y a Klopp, il y a Ancelotti, bien sûr, à Everton. Et puis l'arrivée de Marcelo Bielsa, qui est quand même le mentor de Guardiola et de plein de grands entraîneurs, surtout hispanophones, surtout argentins. Mais Pochettino aussi estime que Bielsa est le grand Manitou des managers. Donc là aussi, ça va rajouter encore plus de piment dans ce championnat. Un dernier mot sur la Première Ligue. On l'a dit, c'est vraiment un contrat historique. Ça a toujours été sur Canal+, puis BTV, puis vous Sport World. Ça n'a jamais quitté votre giron. Je pense qu'il vous reste 2 ans de contrat. Avec tout ce qui se passe au niveau de les droits TV qui bougent, est-ce que ça vous fait peur de perdre ce championnat ? J'imagine que oui. Alors, c'est là qu'on sort les gants de boxe, puisque c'est ma spécialité. On dit qu'on va monter sur le ring. Vous ne pouvez pas perdre ce championnat, on est d'accord. On ne doit pas le perdre. J'espère. J'ai envie de dire, ça nous fait 2 ans pour nous poser la question comment ne pas le perdre. Voilà, la transition est évidemment parfaite parce qu'on va continuer à parler de droit TV pendant quelques minutes avant d'ouvrir la boîte à souvenirs. Je pense que là, en termes de nostalgie, on va faire très très fort. On va parler aussi évidemment de l'Europe des 11, mais avant... C'est le nouveau générique de la Pro League qui marque l'arrivée d'Eleven sur la Pro League. Pour les abonnés de vous, en fait, je pense que ça ne change pas grand-chose parce que je pense que eux, ils voient toujours les matchs, ils ne se posent peut-être pas toutes les questions que moi je me pose ou que vous posez. Par contre, ce qui change, il n'y a rien à faire, ce sont les voix, les commentateurs. Comment ça se passe pour la rédaction de vous ? On sait que Bruno Taverne et Christine Schreder vont être prêtés, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on peut utiliser. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Est-ce que ça change est-ce que ça va changer ? C'est sans doute notre quotidien. Ce que ça va changer pour le football belge, c'est un traitement éditorial différent, sans doute. Donc voilà, après, il y aura, je suppose, à un moment donné, une ligne éditoriale claire qui va se dessiner sur Eleven, mais je ne peux pas parler en leur nom. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que pour les abonnés, en effet, s'ils veulent voir demain un Anderlecht Standard ou s'ils veulent voir un Bruges Anderlecht ou s'ils veulent voir un Gand Courtrai, il n'y a pas de problème, ils y auront accès. Bruno Taverne et Christine Schreder vont donc intervenir sur cette chaîne. Question naïve. Et vous deux ? Alors nous deux, ce n'est pas prévu du tout. Voilà. Mais c'est la loi du marché, c'est comme ça. Voilà, c'est un choix d'Eleven aujourd'hui qui nous a communiqué ses desiderata sans nécessairement nous les expliquer. Donc voilà, mais pour nous, ça pourrait encore changer. Il pourrait encore y avoir des rebondissements. Mais le monde est fait de changements, donc tout est possible. Et puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On peut maîtriser une émission, faire l'édition, faire la présentation. Et puis il y a d'autres choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc là, on n'a aucune prise là-dessus en tout cas. Question plus philosophique. Ce n'est pas la première fois que la rédaction sportive de BTV, Canal+, Vous Sport perd les droits du football belge. C'était déjà le cas en 2005 avec l'arrivée totalement surprise de Belgacom. Vous avez donc appris à vivre avec cette instabilité, entre guillemets. Comment on vit ça on vit ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas toujours... Enfin, en tout cas, au niveau où nous on se situe, on n'est pas toujours maître de notre avenir non plus. On peut avoir certaines formes d'inquiétude. Après, c'est la vie, je pense, de tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là. On a des durées de contrat et on sait qu'à un moment donné, il suffit de regarder partout ailleurs à l'étranger, c'est la même chose. Et donc, en fait, oui, on vit ce rythme-là. Et nous, en fait, notre boulot, je pense, consiste aussi à rebondir avec ce
qu'on a encore en main. Et demain, rien ne nous empêche absolument de parler du football belge. On a envie d'en parler, de faire une émission sur le football belge, on a envie de la faire, d'apporter notre expertise ou notre ligne éditoriale encore sur d'autres produits. Ça, il n'y a absolument aucun problème à faire ça. Mais voilà, on suit la loi d'un marché qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, qui va encore évoluer énormément dans le futur. Et donc, ça, malheureusement, on ne maîtrise pas toutes les données de ça. Le marché des droits sportifs, c'est la jungle, hein, ça change. De toute façon, un contrat, c'est en général 3 ans, voire 5 ans ici, comme le football belge. Donc on sait que ça peut changer tous les 3 ans, tous les 5 ans, et que ça évolue énormément. Il y a 20 ans, il y avait une chaîne qui proposait du football, puis ça a été les opérateurs. Maintenant, on est sur de nouveau une chaîne, mais il y a aussi les GAFA qui pourraient rentrer dans la danse. Donc on sait que ça peut évoluer constamment, mais ça évolue aussi sur d'autres niveaux, avec notamment les réseaux sociaux. Il y a peut-être aussi d'autres débouchés, donc il y a moyen de s'adapter aussi à la situation. Petite séquence promo, on a beaucoup parlé de la Première Ligue, mais vous n'avez pas que ça dans votre portefeuille de droits. Donc aujourd'hui, sur vous Sport World, que peut-on voir ? Alors, sur vous Sport World, on peut voir le championnat d'Angleterre en exclusivité, je le rappelle quand même, d'accord ? On peut voir aussi toutes les chaînes d'Eleven. C'est-à-dire que si on aime le championnat, la Serie A, si on aime le foot espagnol, si on aime le foot allemand, eh bien c'est aussi dans l'abonnement vous Sport World. On peut voir aussi en exclusivité le tennis avec les ATP 1000, les ATP 500. Ça, c'est vraiment tous les gens qui aiment le tennis, évidemment à côté des grands chelems, mais pour les passionnés de tennis. J'en profite d'ailleurs pour dire que le tournoi de Rome commence ici cette semaine-ci et que les passionnés de tennis auront l'intégralité du tournoi tous les jours avec toutes les rencontres, etc. Donc voilà, on peut suivre les grands combats de boxe, les grandes soirées. Je pense que ça, tu peux peut-être en dire un mot. Oui, on laisse quand même une belle place aussi au sport de niche avec la boxe. Là, on essaie vraiment d'aller vers du premium. Championnat du monde poids lourd, par exemple. Les grands noms de la boxe encore d'aujourd'hui, on essaie de les suivre, que ce soit sur le marché américain, voire le marché anglais, qui est très intéressant aussi pour le moment. Et puis, il y a aussi, par exemple, le volleyball, la Ligue des champions. Il y a du golf, le hockey, bien sûr, le basket belge. Le hockey, le golf, je tiens quand même à les mettre en avant. On est champion du monde quand même en hockey, faut pas oublier. Et le golf, c'est historique aussi sur votre chaîne. Et le golf, c'est historique. Et aujourd'hui, on a aussi un retour. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté golf aujourd'hui qui nous suit est une communauté qui grandit et qui est très fidèle. Donc voilà. Donc là aussi, on a évidemment tous les grands chelems, on a toutes les plus grandes compétitions de golf à suivre. Le championnat de foot des Pays-Bas ? Championnat de foot des Pays-Bas avec les grands classiques du championnat et évidemment toujours quand même tout ça parce que quand on parle de foot en tout cas si je reviens sur le football que ce soit le championnat d'Angleterre, que ce soit le championnat d'Italie, championnat d'Espagne, d'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Tout ça se retrouve le lundi dans la même et unique émission. Hein. Dans un instant, on va évidemment en parler. J'en termine avec les droits, pas celui-là. On se trompe parfois de bouton. Il y a un championnat qui aujourd'hui ne se retrouve pas sur Eleven, sur Proximus, ni sur vous. La Ligue 1, ça fait 2 ans qu'on ne l'entend plus, qu'on ne voit plus de matchs en Belgique francophone. Pourtant, il y a des équipes comme Marseille, Lens, Lille, Paris Saint-Germain. Il y a un public. Est-ce qu'il y a une petite chance de le voir chez vous ou c'est toujours pas du tout en négociation ? Oui, je sais, ça c'est une question plutôt pour Jean-François. J'espère qu'il y a une petite chance de le voir, bien sûr. En tout cas, il y a une grosse volonté. Il y a une grosse demande, en tout cas, même de notre part. Donc, c'est sûr. Mais après, voilà, là, on est en termes de droit, on est exactement dans ce qui peut parfois poser un problème, c'est l'offre et la demande, quoi. Donc là, il faut qu'on arrive. Ils sont gourmands. D'accord. Il faut savoir que c'est Bein Sport en France. Ouais, voilà, c'est Bein Sport qui en France gère ça. Mais on va voir. On a un nouveau patron qui est franco-américain, donc qui aime particulièrement peut-être la Liga. On va voir si les choses évoluent. Et donc pour mettre tous ces championnats en évidence, il y a donc l'Europe des 11, 26 ans, puisque vous avez fêté le 25e anniversaire l'année passée, émission historique. Comment est-ce qu'on peut encore se renouveler ? On voit par exemple que la RTBF, avec le week-end sportif, il se pose quand même beaucoup de questions. L'Europe des 11, c'est un rendez-vous qui est clairement ancré le lundi soir, c'est à 19h, on est bien d'accord ? 18h. Il y avait je donne la raison de 18h, parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le football étranger aujourd'hui est une passion pour les jeunes. Ils se reconnaissent au travers aujourd'hui des grands clubs européens. Et on voulait qu'à 18h,
avant d'aller peut-être dormir, parce qu'à un moment donné, on a école le lendemain, il fallait dormir, mais à 18h, on peut voir l'Europe des 11 sans aucun problème. Et c'est rediffusé après pour les parents qui, eux, doivent cuisiner, voilà. Donc, on a les deux horaires. Et donc, c'est reparti à partir de lundi. Ça redémarre lundi, exactement. Avec Covid oblige une formule encore à 3 pour le moment, qui a bien fonctionné fin de saison dernière. C'est un rendez-vous du lundi incontournable. Pourquoi le lundi ? Tout simplement pour une raison aussi assez évidente, c'est-à-dire qu'en ayant fait le tour de tous les gens qu'on connaît, qui sont dans le milieu de football, etc. Le lundi, c'est un jour où en fait le week-end est passé, vous avez été sur vos terrains un peu partout et vous êtes à peu près chez vous, installé dans votre fauteuil confortablement et c'est le bon jour pour tout voir. Donc je pense que le jour était pas mal choisi. On s'est souvent posé la question lundi, dimanche, etc. Mais finalement, le lundi, les retours en tout cas qu'on avait des gens, c'était sur le lundi. Effectivement, alors le DO c'est un gros paquebot, hein. Le lundi c'est déjà une journée quand même fort chargée parce qu'il faut tout réunir sur une émission qui fait plus ou moins 1h45, mais je voudrais quand même signaler que ça évolue au fil du temps parce qu'il y a 25-26 ans maintenant, lorsque le DO a débuté, Jean-François peut en parler mieux que moi parce qu'il l'a présenté à l'époque, c'est que le but c'était de montrer tous les buts de tous les grands championnats. Aujourd'hui ça a un petit peu changé puisqu'on a l'occasion de les voir maintenant sur plusieurs plateformes, donc on a un peu dévié quand même, on a clairement dévié sur du débat, sur de l'analyse et sur beaucoup plus de discussions sur le plateau. Donc il y a quand même un gros changement au cours des années. Donc c'est comme ça que l'Europe des 11 s'est renouvelée en fait. Il faut se renouveler. Je pense que les gens ont besoin de ce renouvellement aussi et nous, on en a besoin forcément aussi. Et puis, comme Serge vient de l'expliquer, quand on se renouvelle, c'est aussi parce qu'on fait des constats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'accessibilité à tous les buts européens, un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, les gens attendent peut-être qu'on ait un autre regard, un autre recul sur les événements. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas systématiquement peut-être montrer tous les buts, mais on va peut-être les thématiser, on va peut-être les montrer autrement, on va peut-être les analyser, on va peut-être revenir sur un dossier, c'est-à-dire le dossier d'un club. Et donc tout ça fait partie de notre contenu aujourd'hui. C'est beaucoup plus éditorialisé maintenant que ça ne l'était tout au début. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler que si nos auditeurs s'abonnent au compte Twitter ou au compte Facebook de Vous Sport, ils ont aussi les buts de Première Ligue le samedi, le dimanche sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Donc ça, c'est important de le rappeler. Je dirais le compte Facebook. Il y a aussi la chaîne YouTube qui propose aussi des émissions Vous dézoom. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir. C'était pas mal de contenu qui était là aussi. Je pense que ça sera une volonté aussi, c'est un petit peu de développer cet axe-là, de le structurer un petit peu. Il y a un gros travail à faire. Et donc voilà. Donc mais oui, en effet, les gens qui ne sont pas chez eux ont l'occasion sur les réseaux sociaux de voir les buts. Vous êtes prêt à ouvrir la boîte à souvenirs ? Oui, vous avez la boîte à mouchoirs d'abord peut-être. Ah, ça sera peut-être utile, effectivement. Ça, vous vous souvenez évidemment. Ah oui, ça oui. Ça, là, je reviens sur notre génération, hein, ceux qui ont 40 ans, même un petit peu moins. Là, ça, c'est vraiment Canal+. Oui, ça, c'est la grande époque de Canal+. C'est générique. J'ai des frissons. Ah, j'espère bien. J'ai des frissons. On en parlera évidemment plus longuement dans un instant. Et puis ceci, essayez de vous souvenir le match que commentait André Rémy. Qui sort tente sa chance au but, C'est le premier avec Charleroi. Bravo. C'était quand ? La date, je ne sais plus, mais je l'ai revu d'ailleurs pendant le confinement. On avait repassé les anciens matchs. Et donc je l'ai revu ce match-là, j'ai revu le but d'ailleurs. Un but de Atiafo, donc le Exactement. 17 août 1990. C'était donc le tout premier match que Canal+ Belgique diffusait du championnat de Belgique et c'était un certain Charleroi Waregem. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, d'abord ça crée pas mal d'émotions, premièrement. C'est aussi important de dire que depuis lors, quand même, on a souvent innové dans le domaine. On a été les premiers à avoir le duo de commentateurs. Donc André Rémy, Jean-Paul Colomval. Jean-Paul Colomval, j'ai salué tous les deux d'ailleurs. Et puis tout ça a évolué. Et puis aujourd'hui, on est un peu toujours dans cette race-là, hein, dans ce sillage-là, c'est-à-dire cette espèce de notion qu'on a toujours voulu avoir avant-gardiste sur sur la manière de traiter le football, sur l'expertise.
sur tout ça. Donc je pense qu'on a gardé cette volonté-là, même si l'esprit Canal n'est plus tout à fait le même aujourd'hui que c'était à l'époque. C'est vrai, mais je peux vous dire, moi qui suis arrivé en 1997 à Canal+, qui était accueilli par le papa de Jean-François André Remy, c'était une vraie fierté d'arriver, d'être incorporé dans la rédaction. À l'époque, c'était pour faire de la boxe, pour commenter de la boxe, et puis petit à petit, j'ai fait du football après, mais c'était vraiment une référence, une fierté, et puis être accueilli par André Remy, et avec la manière dont il l'a fait, franchement, ça donne des frissons, effectivement. Ce sont des grands souvenirs. Vous parliez tout à l'heure de l'esprit Canal+, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. Est-ce que le terme sobriété, finalement, dans le commentaire, est-ce que ça définit bien cet esprit Canal+, ou passion et sobriété, en fait? Oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense que en tant que commentateur, on ne doit jamais être plus important que le produit que l'on commente, que l'on traite. Donc il faut pouvoir accompagner les spectateurs, les abonnés, en leur donnant évidemment des informations, mais en restant toujours dans un équilibre entre la passion, entre l'analyse, en tout cas parler du jeu, la passion. Je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre. Je ne veux pas dire qu'on le fait parfaitement, mais on essaye en tout cas de le faire. Ce sont les 4 piliers en fait de la rédaction. Le premier pilier, c'est l'émotion. C'est ce que le sport véhicule avant tout, c'est ce qu'on doit partager avec les gens. Et j'insiste pour une chose, c'est que l'émotion, c'est pas quelque chose qu'on crée artificiellement. Quand on le crée artificiellement, les gens s'en rendent compte et ils ne le vivent pas avec vous. Donc nous, on accompagne l'émotion et on essaie de la partager avec les gens. La deuxième chose, et ça Serge en a déjà parlé, c'est on n'est jamais plus important que le produit qu'on commente. Ce serait une erreur de le croire, en tout cas. La troisième chose, le troisième pilier, c'est le pilier de l'expertise. Et cette expertise-là, on essaie de l'apporter. On peut tous avoir une expertise différente. Il y a des gens qui auront une expertise plus littéraire, plus historique, d'autres qui auront une expertise plus technique, et donc on a chacun une expertise à partager. Et la dernière chose, c'est la proximité, d'essayer d'être proche à la fois de notre public, de nos abonnés, et puis aussi de leur faire partager la proximité qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux Belges, etc., ou par rapport au milieu. Et donc voilà, ce sont 4 piliers sur lesquels on essaye d'insister, et on essaye chaque fois de le rappeler et d'être en tout cas au sein de la rédaction chez nous très attentif à ça. On a réentendu la voix de André Remy, votre papa. Comment va-t-il ? Ça va. Il a aujourd'hui 84 ans. Je dirais que pour un homme de 84 ans, il va bien. Il regarde toujours autant de matchs avec passion Il regarde toujours autant de matchs. On discute autant toujours de football. Et le football a été chez lui, et ça c'est quelque chose. Ça fait partie de sa vie à tous les moments. Et tous les moments sont pas toujours faciles. Hein, c'est pas facile de vieillir non plus. Mais ça le raccroche aujourd'hui à la réalité. Donc il continue à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il a conscience qu'il a marqué toute une génération de téléspectateurs amateurs de foot, mais de commentateurs, comme Serge le rappelait ? Je ne sais pas s'il en a conscience, il est tombé à ce moment-là, et en tout cas moi je peux dire que moi qui suis son fils, je suis très très fier en tout cas de lui, et si je peux aujourd'hui avoir ce sentiment de rester dans cette lignée-là, parce que quand je donnais les 4 piliers là, il y a un instant, c'était déjà à l'époque les piliers de la rédaction. Donc voilà, moi je suis très fier de ce qu'il a fait. Après, Serge peut peut-être en parler mieux que moi. Mais je crois qu'il a marqué plusieurs générations avec ces feux verts dans les années 70. Moi j'étais très petit à l'époque, mais quand même ça avait marqué déjà toute une jeunesse. Et puis il y a eu Canal+, évidemment, qui a chamboulé le paysage audiovisuel belge. Mais moi je vais sortir quand même une anecdote. Donc je suis arrivé en 97, je sortais fraîchement de l'université, je connaissais pas grand-chose à la télé, donc j'avais envoyé un CV. Comme j'ai boxé à l'époque, il cherchait quelqu'un pour être consultant entre guillemets, donc il m'a accueilli et on a parlé pendant 2 heures de littérature, de philosophie, alors que je venais pour passer une audition entre guillemets. Et c'était vraiment, il y avait le côté paternel et il m'a vraiment aiguillé, donc je le remercie encore. Je sais pas s'il nous écoute, on peut le saluer, mais franchement, c'est quelqu'un qui, pour ceux qui l'ont rencontré, qui a été très marquant en tout cas. Ouais, je tiens à dire aussi que s'il y a du foot à la télévision aujourd'hui, il en était le précurseur. Tout au début, et puis je m'en voudrais quand même de ne pas aujourd'hui parler en plus de sa vie de journaliste, de ce qu'il a fait aujourd'hui avec Sois belge et tais-toi. Bien sûr. Qui est un spectacle formidable encore, et donc voilà, et rappeler quand même que jusqu'à l'année dernière il était encore sur scène 60 dates par an. Votre mot de la fin à tous les deux, Serge? Bon, Serge d'abord.
Écoutez, on est très ravis de reprendre la première ligue avec les abonnés, avec tous ceux qui veulent nous rejoindre. On va continuer à essayer Non, on va pas essayer, on va continuer à partager notre passion, faire vivre ce championnat qui est absolument fantastique, même s'il ne faut pas se leurrer, c'est un championnat qui s'est embourgeoisé, c'est pas le même que celui des années 80-90, mais il reste des grands clubs, il reste un public, il reste des stades, pour le moment vides, mais on espère quand même que peut-être d'ici à la fin de l'année... On a des infos sur le retour du public en Angleterre ? Alors, ça va commencer sans public, à huis clos. Par contre, il y a toujours une discussion entre la Première Ligue, entre le gouvernement anglais. Il y a eu quelques essais dans des matchs amicaux avec quelques centaines, quelques milliers de personnes, un petit peu comme on va essayer de le faire en Belgique. Ça va se faire sans doute progressivement. Donc ça va prendre quelques mois, mais on espère retrouver le public dans les stades pour pouvoir vivre pleinement le championnat. Mais voilà, je pense que Jean-François a un avis un petit peu différent. Le jeu, il reste finalement le même. Ça reste du football 11 contre 11. Avec ou sans public, ça reste quand même un championnat qui va être passionnant. Je pense qu'on pourra avoir des surprises cette saison, même si pour moi Liverpool, Manchester City sont favoris. On espère que ce sera beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y aura d'autres acteurs qui vont venir. Pourquoi pas un Leicester ? C'est quand même une des plus belles histoires du football moderne. Le Leicester champion en 2016, si ma mémoire est bonne. Donc qui sait, il y aura peut-être ce facteur X, mais on va vivre cela semaine après semaine avec beaucoup de passion, avec toute l'équipe, avec toute la rédaction, et ça reste un bonheur absolu. Mais c'est bizarre que tu n'aies pas parlé de ce fameux club londonien dont tu nous parlons. Oui, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a même Fulham qui va rejoindre la Première Ligue cette saison. Non, c'est clair qu'on va suivre Arsenal, on va suivre aussi Tottenham, Chelsea, West Ham, Chelsea qui s'est bien renforcé. On ne va pas recommencer l'émission, mais Chelsea était très agressif sur le marché des transferts, donc ça pourrait être la surprise aussi de voir Chelsea qui sort d'une année de transition où il termine quand même 4e et donc en Ligue des Champions. Donc ce sera une des nombreuses équipes à suivre sur Vous Sport World. Voilà. Et ben moi je voudrais terminer tout simplement en vous remerciant de nous avoir reçus, de nous avoir invités. Rappeler que bien évidemment le football anglais, c'est de l'exclusivité, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler quand même. De rappeler aussi qu'au-delà, évidemment, du football, on a parlé de tous ces sports un petit peu niches, mais qui sont des sports qui sont à suivre et de mettre vraiment cette passion du sport. C'est ça qu'on doit partager avant tout avec les gens. Et le football anglais, évidemment, a cette émotion particulière parce que quel que soit le stade où on va, ça sent le football, comme on dit. Et quand on dit ça sent le foot, ça veut dire qu'il y a un terrain qui est magnifique, il y a une odeur, il y a des supporters qui savent même donner de la voix, il y a des atmosphères, et c'est tout ça qui nous plaît, bien évidemment. Donc on est impatient de retrouver tout ça. Ah, il fait ça très bien. J'ai envie de m'abonner maintenant. Premier rendez-vous, donc le vendredi sur les réseaux sociaux, Oui. et le samedi c'est à 13h30 on va découvrir ce nouvel Arsenal. Absolument, Arsenal qui reste quand même sur une victoire en Cup, qui a bien terminé la saison, mais une saison compliquée quand même. 8e, c'est le plus mauvais classement de ces 25 dernières années. Après, il y a du changement, il y a des joueurs qui arrivent, il y a un nouvel élan. Il ne l'a pas avalé, hein, attention. La 8e place, Arsenal a gagné la Cup, donc Arsenal a gagné quelque chose. Alors qu'il y a d'autres clubs à Londres, comme Tottenham, qui courent toujours derrière un titre depuis de nombreuses années. Mais là, voilà, on ferme vite la parenthèse. Serge Radormarker, Jean-François Rémy, merci beaucoup. Merci. Le podcast. Le podcast. Le podcast. Le podcast.